Bonjour à tous, bonjour Tino. On se retrouve pour l'émission 22 du podcast de la bourse avec un super titre, on peut dire putaclic, Tino? Un peu racoleur. Un peu racoleur, un peu putaclic. Alors dis-moi, pourquoi ce titre? Écoute, donc on est mardi et l'émission sera diffusée, je pense, demain. Et Oui, bon, c'est la ça. journée a été difficile sur les marchés. On est en train de la clôturer là. La journée a été difficile sur les marchés, donc bon, ça crie à tout va la fin des hostilités, la fin de la hausse. Et bien, on va voir un petit peu si effectivement cette fois-ci, est-ce que c'est bien la fin? Et dans ce cadre-là, ben, on va aborder quelques valeurs dont on parlera du CAC comme d'habitude, mais on abordera Aéroport de Paris, Edenred, Recticel, une valeur qui va te faire plaisir, parce que je crois que c'est de chez toi. Abinbev aussi, je crois que c'est de chez toi. C'est ça. Swatec, et puis en valeur américaine, je crois que tu nous as proposé Berkshire. Bah oui, j'avais pensé à Berkshire Hathaway, qui est pour moi une valeur assez stable, un fonds de portefeuille en fait. Ouais. À voir un petit peu après graphiquement parce que je pense que c'est pas non plus une action que tu t'amuses au trade. Ça, tu nous diras toi. Ouais. Ouais, il y a des choses il y a des choses à regarder. Il y a des choses à regarder. Bon, ben, je commence. Alors, ben, écoute, le CAC aujourd'hui, il perd, on est pratiquement à la clôture, il perd 2,11%. Alors, bon, tu te souviens, lors de la dernière émission, c'était il y a 2 semaines, on était ici. On était à 5900 points. Et, et à ce moment-là, j'avais fait le pari qu'on allait aller casser le top. Donc, on allait aller casser les 6110 points. Et bon, pour une fois n'est pas coutume, j'avais vu juste, on a effectivement cassé le top. Et donc, au moment où personne n'y croyait, hein, comme d'habitude, hein, puisque c'est toujours au plus mauvais moment qu'on repart et au meilleur moment qu'on descend. Et puis, une fois qu'on a cassé le top, eh bien, on est venu. Ça, c'est très intéressant parce que le marché nous a marqué, regarde, un petit peu la précision de l'analyse technique, même sur du long terme. Tu vois, on avait un plus haut ici, un plus haut ici, un plus haut ici. Eh bien, les trois ont été touchés. C'est absolument superbe, sublime. Les trois ont été tapés et on revient, pour moi, sur justement le top qui a été cassé et qui devrait, je l'espère, en tout cas c'est mon scénario, revenir comme je l'avais indiqué sur la vidéo, la petite vidéo technique de dimanche. La vidéo technique de dimanche, j'avais indiqué qu'on devrait revenir sur la zone des 6110. Et visiblement, je pense que le marché va l'acter. Là, on est à 6162. Je pense qu'on va arriver encore un petit peu plus bas. Il y a un petit gap en plus à combler. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est la réaction sur cette zone-là. Voilà, donc je vais zoomer un peu. Voilà. Ce qui va beaucoup m'intéresser et ce à quoi je vais être attentif, c'est la réaction dans cette zone-là. Voilà. Et c'est cette réaction-là qui va, je pense, nous donner le tempo pour la suite. Est-ce que on va réagir tout de suite dans cette zone-là et on va relancer un petit peu comme on l'avait fait ici, et je suppose qu'en plus ça doit correspondre à la moyenne mobile 20. Ouais, voilà, elle est là, la moyenne mobile 20, donc tout ça correspond. Hein. Est-ce qu'on va réagir ici, même peut-être on va peut-être un petit peu déborder, mais est-ce qu'on va réagir grosso modo dans cette zone ou pas? Ou pas. Si on ne réagit pas dans cette zone, par contre, on risque d'aller consolider un petit peu plus. Et là, j'ai un gap ici à 6000, j'ai une zone intéressante ici à 5880. Bon, on n'en est pas là. Mais déjà, ce qui m'intéresse, c'est cette réaction-là. Est-ce qu'on va tenir ou pas? Je pense que ça peut être vu comme une zone d'achat pour beaucoup de gens.
On verra. En fait, cette zone, on pourrait la qualifier d'un stop ou encore, en fait. Ouais, à court terme, oui. Oui, oui. À court terme, oui. Le problème, c'est qu'après, si tu veux, si on enfonce cette zone-là, la tendance très court terme sera entre guillemets remise en question. Et après, ce qu'on remettra éventuellement en question, c'est si on commence à dégrader sous les 5009 pour moi. Pour moi, voilà, le gros pivot moyen terme, il est là. Voilà, il est à 5884. Et après, le très très gros pivot, par contre, long terme, c'est toujours pareil, cette moyenne mobile à 200 jours qui devrait monter et éventuellement, voilà. Donc, est-ce qu'on va réagir tout de suite et relancer ou est-ce qu'on va latéraliser et peut-être aller chercher la moyenne mobile à 200 jours, hein? C'est tout à fait possible, hein. Peut-être qu'on pourrait avoir un scénario plus long-termiste avec une réaction, mais qui serait un peu insuffisante et avec une latéralisation comme ça jusqu'à aller chercher la moyenne mobile à 200. Ce qui serait pour moi assez sain, finalement, après une telle hausse, quoi. On Alors, pourrait le est-ce que voir ce sur serait pas, un canal haussier très long terme et on pourrait le voir comme un top sur le canal haussier très long terme, quoi. mais Tu est-ce que vois. pour le petit porteur, je vais dire lambda, sans être péjoratif, ce serait pas justement un scénario un peu catastrophe où il se dirait, ah ça y est, c'est enfin le crack que tout le monde annonçait. Le fait justement de ne pas remonter, parce qu'en fait j'ai peur que ça fasse un effet boule de neige. Tu vois, imagine là donc le support à 6110, boum, il est enfoncé. Tu dis bon, il y a un prochain support à 5884. Mais est-ce que la panique qui pourrait en résulter en disant ah ça n'a pas tenu, fasse un effet boule de neige finalement et entraîne dans son sillage des petits porteurs? Ouais, c'est une bonne question. Moi, je pense, mais je peux me tromper. Je pense, mais j'imagine bien en tout cas, tu vois, regarde, cette zone-là, tu vois, cette zone-là qu'on a eue, Mhm. ici, là, ben, avec la hausse avant, etc. Ben, moi, j'imagine bien la même chose ici. De toute façon, la bourse est un éternel recommencement au final. Ouais. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Moi j'imagine bien ici, enfin, la même chose ici, dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Et éventuellement, je pense qu'il va falloir digérer de toute façon cette hausse. Et je pense que ce serait sain de le faire tranquillement. Donc malheureusement, je pense que ben, à très court terme, effectivement, la bougie d'aujourd'hui peut être un signal d'affaiblissement. Surtout si on enfonce, c'est pour ça que je te dis, pour moi, la véritable zone importante, c'est les 6110. Voilà. Cette zone-là, où tout de suite on repart, c'est racheté, on repart tout de suite vers le FOMO et vers la continuité de la hausse exponentielle, pourquoi pas. Ou alors on va l'enfoncer et là, je pense qu'on va rentrer une zone un petit peu plus longue de latéralisation avant quand même, sur le long terme, avant de repartir vers l'eau, parce qu'on est quand même sur un marché bullish. D'accord. Donc voilà, à voir, hein, ça va être intéressant de regarder et surtout dans quelques semaines ou dans quelques mois de regarder un petit peu où ça en est. Juste pour terminer sur le CAC, tu as dit quelque chose qui est assez intéressant et que je voudrais souligner. C'est-à-dire, soit ça va être racheté et on repart pour le FOMO. Donc pour toi, là, si on rachète un peu le CAC en urgence, j'ai envie de dire, pour toi, c'est vraiment dû au FOMO Oui, et que les gens ont peur de louper le train, donc. oui, oui, ouais, ouais, parce que pour moi, là, on est sur une impulsion, là. On est sur un mouvement impulsif. Donc, quand on rachète sur un mouvement impulsif, ça veut dire, surtout sur plutôt la fin d'un mouvement impulsif, parce que le mouvement impulsif, il a démarré, à vrai dire, il a démarré même le 9 novembre ou le 2 novembre. Mais là, on est vraiment, tu vois, la réduction de volatilité là qu'il y a, on voit que les écarts sont de plus en plus faibles. C'est un affaiblissement, hein, clairement, hein. Mais pour moi, voilà, on est sur une fin d'impulsion. Plutôt une fin, en tout cas. En tout cas, on a laissé beaucoup de monde déjà derrière. Il faudrait une Donc, latéralisation un petit peu, en fait. ouais, je pense que ce serait sain. Franchement, je pense que ce serait sain si on veut avoir une deuxième partie d'année 2021 et surtout éventuellement une année 2022 avec un petit peu plus de souplesse. Parce que là, le problème, c'est que comme on ne corrige pas, on a de la volatilité.
Et c'est le cas d'ailleurs avec les small caps. On voit que les small caps ont beaucoup, 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 beaucoup de mal et que les mouvements sont très erratiques, très dangereux, etc. Donc, souvent les breakouts sont vendus, etc., etc. Et ça vient du fait que il n'y a pas de relais. Il n'y a pas de relais parce que on sait tous qu'on est très haut et que la moindre hausse est vendue tout de suite. Donc le potentiel, si tu veux, il est un petit peu erroné. Voilà. Donc c'est vrai que même si ça m'embête, moi, bien sûr, hein, j'aimerais que tout, que tout monte encore pendant des semaines et des mois. Mais ça marche pas comme ça. La bourse, ce sont des cycles. Et je pense que là, on vient de faire un gros cycle haussier et qu'il est temps de le digérer voilà, un petit peu plus. Un petit peu plus. Bah, parfait, hein. Si les gens savent qu'il faut peut-être s'attendre à avoir une phase un peu plus compliquée pendant au moins peut-être 1 à 2 semaines minimum. ADP? Allez, ADP. Alors, Vas-y, Matt. aéroport de Paris. Très connu, hein, surtout en France, parce que je pense que c'est une valeur PEA. Oui. Corrige-moi. Hein. Donc, alors, le chiffre d'affaires, bah, il est en profonde baisse. Hein. Bon, il n'y a rien d'anormal là-dedans. Ça a été fermé, il n'y a pas eu de vol, c'était un petit peu la crise Covid, ça l'a touché. Alors, son PER moyen à ADP, c'était 25. Actuellement, il a un PER négatif. Il fait un rendement de dividende de l'ordre de plus ou moins 2%. Et il faut savoir, quelque chose qui moi me gêne un peu, c'est que l'État est actionnaire à plus de 50%, et après il y a 22% d'institutionnels. Bon, alors le cours de l'action, il a totalement dévissé, hein, ça en fait un peu, je vais qualifier ça d'une action espoir, où les gens se disent, ah, c'était de tête, c'était 170 euros, 170 euros sa valeur pré-Covid, et là, elle doit tourner autour des 100, je crois. Ouais, voilà, je le vois sur l'écran, des 100. 100, ouais, pile poil. Ouais, ouais, à quelque chose près. Ouais. Donc, il y en a qui peuvent se dire, ah, je peux faire 70% en plus. C'est de l'espoir, l'espoir fait vivre. Moi, je crois franchement que c'est une valeur un peu micro-pari, dans le sens où, quand il va y avoir un retour à la normale, quand? Ça, on ne le sait pas. Hein. On nous a annoncé que c'est un retour à la normale fin 2020. Bon, finalement, ça va peut-être être fin 2021. Et quand il y en aura un, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des pessimistes qui pensent que l'avion va perdre un petit peu son statut de transport privilégié pour le tourisme. Ouais, Ça, honnêtement, moi, je ne le pense pas. Je pense pas que les ouais. gens vont se priver d'avion. Maintenant, je pense que le retour à la normale pour cette valeur, ça va mettre du temps. Quand moi j'avais investi dans des aériennes, j'avais lancé un horizon de 3 à 4 ans avant qu'elles retrouvent un peu leur stabilité. Et Ouais, je me rappelle qu'on finalement, avait parlé de Boeing c'est il y ça. a. De Delta, en fait, on avait parlé de Delta. Oui, Delta Airlines, oui, c'est vrai. Et en fait, bah, oui, elles ont repris énormément de valeur par rapport à la crise Covid, mais néanmoins, leurs chiffres, c'est pas top. Ils sont un petit peu dans la tourmente, ils savent pas non plus sur quel pied danser. Donc honnêtement, moi je suis pas actionnaire de cette action et je pense pas que je le serai. Parce que je pense qu'il y a mieux à côté. Néanmoins, c'est un excellent choix pour un PEA, je pense. Et en plus de ça, il y a possiblement, je vais dire, je ne vais pas appeler ça une marge de sécurité, mais une marge de bénéfice à faire à moyen long terme sur cette valeur. Voilà, c'était mon avis là-dessus. Ok, Matt. Ben, écoute, alors techniquement, si on prend un peu de recul en hebdomadaire, on a, ben, c'est très intéressant encore une fois parce qu'on a ce support oblique de long terme qui a été, qui a fait support ici une fois, deux fois, trois fois, qui a été cassé, retesté en tant que résistance une fois et une seconde fois ici en hebdomadaire. Donc, on voit bien qu'en fait, vraiment, c'est ce support oblique en fait, hein, qui fait vraiment, on va dire, la limite entre les acheteurs et les vendeurs sur du long terme. Maintenant, à court terme, en données journalières. On avait, donc du coup, je nettoie un petit peu. Voilà, on avait un support
Alors, moi, j'ai pris une position hein, enfin, j'avais pris plutôt. Je suis sorti aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis à 95% de liquide aujourd'hui. Je me suis fait T'as sortir sauté. partout. Ouais, ouais, il y a tout, il y a tout qu'à lâcher. Euh, Moi, j'avais pris une position ici sur le rebond sur le support. Il y a eu, j'avais vendu très rapidement un tiers de ma position, et puis j'ai voulu conserver parce que je voulais être long terme là-dessus. Comme tu le sais, le long terme, ça ne me réussit pas. Donc du coup, bon voilà, on est revenu. Alors c'est pas très joli hein, aujourd'hui. Bon, on est revenu. Je suis sorti au pru, où j'avais mis un stop à mon prix d'achat. Donc j'avais dû acheter, ça, je vais être à 101 ou 102, quelque chose comme ça. Donc je suis sorti à 101 ou 102, quelque chose comme ça aujourd'hui. Donc voilà, on est revenu sur le support, mais on a enfoncé. C'est pas Jojo. C'est pas Jojo. C'est pas Jojo. Il y a la moyenne mobile à 200 jours qui est là. À voir. Est-ce qu'on va aller la retester? Ça va être intéressant de regarder dans les prochains jours. Là, c'est pas terrible. Pour moi, c'est le débordement de cette oblique désormais qui va faire le signal d'achat pour du moyen terme. Je vois bien une espèce de congestion là-dedans. Avant, pourquoi pas, de repartir, mais c'est vrai que finalement, on ne progresse pas beaucoup hein, sur ADP. Quand on prend un peu de recul, on est sur les niveaux là de juin l'année dernière, quoi. Finalement, depuis un an, alors il y a eu un petit peu de volatilité, mais finalement, c'est pas exceptionnel. Voilà, donc j'ai un avis très mitigé, très partagé. Là, je pense qu'il faut attendre. Il faut attendre que ça construise, surtout après C'est la pas ouf, journée quoi. d'aujourd'hui. Je pense qu'il faut, voilà, on fait moins de 2,5. Bon, finalement, c'est pas violent hein, pour ADP. Bon, il y a la zone des prix psychologiques des 100 euros qui est importante, hein, forcément, qui est là. Hein. Donc, à voir si on la tient. Si on enfonce les 100 euros, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, si on enfonce les 100 euros, je pense qu'on va aller retrouver la moyenne mobile à 200 jours un petit peu plus bas. Ok, Voilà, voilà, voilà. On ça passe à marche. quoi, Matt? Edenred? Allez, Edenred. Allez, je t'écoute. Bon, Edenred, je pense que c'est très connu en France. Hein. T'as Edenred, t'as Sodexo. Moi, c'est les deux que je connais. Je ne sais pas vraiment s'il y en a un autre. Mais Edenred, donc, c'est pas que des chèques repas. C'est aussi des cartes essence, des titres cadeaux. C'est peut-être l'un des leaders mondiaux de tout ce qui est solution de paiement spécifique à une entreprise vis-à-vis de ses employés. Alors, le chiffre d'affaires, il est en hausse, il est assez stable, même en 2020, malgré la crise Covid. Son résultat net est en hausse. Il a diminué en 2020, mais on peut dire qu'il est en hausse. Ce qui est très intéressant, c'est son cash flow. Le cash flow, en fait, il a doublé de 2019 à 2020. Donc, il y a quand même de la trésorerie dans cette société. Euh, Ce qui m'a fait tiquer également, c'est bon, Edenred ne fait pas partie du CAC 40, je le sais bien, mais je l'ai comparé avec le PER moyen du CAC 40. Le PER de Edenred, il est de 37 et le PER du CAC 40, son PER moyen, d'ailleurs, petite info, c'est de 22. Donc ceux qui ne jurent que par le PER, on ne peut pas dire que le CAC 40 est surévalué. 22, c'est pas mal. Donc voilà. Edenred, lui, par contre, serait possiblement un peu surévalué à l'heure actuelle. Euh, on est dans une entreprise qui peut également bénéficier totalement d'une reprise et d'un retour à la normale. Parce que forcément, moins il y a d'employés dans les entreprises, forcément, ils n'ont peut-être pas de chèque repas. Là, je parle pour moi, par exemple, je suis en télétravail, je n'ai pas de chèque repas qui tombe, donc on n'utilise pas la carte. Donc forcément, c'est un manque à gagner pour Edenred. Euh, Si je prends des 10 dernières années, Edenred, c'est une valeur haussière. Et a fortiori, ces 5 dernières années d'ailleurs, on voit vraiment une hausse assez impressionnante. Oui. Euh, Personnellement, j'hésiterais à rentrer sur Edenred car elle flirte actuellement avec son point haut post-Covid, pardon, pré-Covid, euh, et peut-être qu'on a déjà pricé un retour à la normale pour l'entreprise. Parce qu'honnêtement, quand tu vois donc, allez, elle cotait donc à plus ou moins 50, 57 euh, avant la crise, et maintenant elle a retrouvé ça, alors que ça va pas forcément mieux sur le marché du travail, et donc dans ce qu'exploite Edenred comme filon. Donc moi, je trouve que là, elle est chère. Pour, la, pour ce qui se passe actuellement, elle est chère. Euh,
pour les actionnaires de la boîte, il faut savoir que là, il y a plus de 90% d'investisseurs institutionnels, dont Vinci, qui, je pense, possède 8% de la boîte. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Matt. Écoute, voilà, Edenred, alors effectivement, depuis, encore une fois, depuis le franchissement de la moyenne mobile à 200 semaines, hein, à 200 semaines ici, qui était en 2017, on a fait que monter. Donc pour moi, sur du long terme, voilà, le signal d'achat, il était, c'est toujours plus facile d'analyser les graphiques par le passé, bien évidemment, mais pour moi, le signal d'achat long terme était là. Alors, un journalier, alors moi j'avais pris une position sur Edenred, qui a sauté aujourd'hui avec tout mon portefeuille. Donc moi j'avais acheté, voilà, c'était ici, j'avais acheté le double rebond là sur la moyenne mobile à 200 jours. Et puis je suis sorti en léger gain, j'avais mis un stop très serré. Donc bon, ça va. Mais bon, on est effectivement, on est sur une trendline haussière. Donc ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, on clôture à moins de 2%, 46,10. Bon. Puis je vois rien de négatif, moi, en termes de graphe. C'est plutôt une très très belle action. C'est plutôt propre. Il y a de la volatilité, mais c'est plutôt propre. Encore une fois, tant qu'on tient la moyenne mobile à 200 jours et d'autant plus cette trendline là, qui est plus ou moins propre, plutôt plus que moins d'ailleurs. Pour moi, c'est positif sur Edenred. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Voilà. Alors effectivement, on est haut. Ça, je te le cache pas. Tu as raison. On est revenu sur une zone extrêmement haute. Il y a cette résistance oblique qui nous a gêné une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Donc, est-ce qu'on va aller la retrouver? Je ne sais pas. Mais effectivement, on est sur une zone assez haute par rapport au graphe, ça c'est sûr. Voilà. Donc j'ai pas grand chose de plus à rajouter. Pour moi, prendre une position maintenant, même si je pense que ça peut monter encore, je vois pas trop en termes de ratio gain-risque, etc. Parce que si on veut être long terme, il faudrait mettre un stop sous le dernier plus bas, donc ici, à 43,24, tu vois. Donc on aurait un stop ici à 6% et demi. Et si on vise les plus hauts avant Covid, on aurait 9. Donc on aurait un ratio de 1 pour 1 avec un stop à 6 ou 7%. Je sais Terrible, pas. hein? Voilà, c'est pas. Voilà, c'est pas Sachant, terrible. sachant qu'en plus de ça, on vient de dire juste avant que pendant peut-être 1 à 2 semaines, ça allait être compliqué. Voilà, c'est ça aussi. C'est que le contexte d'aujourd'hui, bon, c'est vrai que moi qui étais investi à 100% ce matin quand j'ai ouvert, quand le marché a ouvert, une heure et demie après, j'étais investi à 10%. Donc forcément, c'est que, alors certes, moi tu me connais, je trade avec des stops très serrés. Malgré ce, quand tu as 80% de tes stops qui pètent en une heure, c'est qu'il se passe quelque chose quand même. C'est pas une Donc, coïncidence, quoi. alors, je peux très mal placer mes stops, ça m'arrive, bien évidemment, très souvent. Mais enfin, là, quand même, bon, aujourd'hui, c'est plutôt une mauvaise journée pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc, voilà, je pense qu'il faut laisser un petit peu retomber la poussière et il faut attendre de voir ce qui va se passer. Mais ça n'enlève Attention. rien à la qualité de Edenred, hein. Ah non, mais attention néanmoins, là que tu dis c'est une mauvaise journée pour tout le monde. Je trouve moi que depuis quelques mois, on a toujours des petites mauvaises journées pour tout le monde qui finalement en fait sont balayées très rapidement. Donc faudra surveiller. Ça sera vraiment surveillé. C'est un peu le concept sur Twitter, il y en a beaucoup qui disent c'est marrant, c'est la hausse qui baisse, c'est-à-dire que le CAC monte, 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 et, et beaucoup, beaucoup de valeurs font rien ou baissent légèrement, etc., etc. Donc c'est très difficile psychologiquement à encaisser parce que tu vois un CAC qui monte, du moins qui montait jusqu'à aujourd'hui, et des small qui ont beaucoup de mal. Les small US, c'est absolument catastrophique, hein.
Ça fait 2 mois qu'elle baisse non-stop. Non-stop. Il n'y a même pas de rebond, il n'y a rien. Voilà, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'acheteurs. Tout simplement, il n'y a pas d'acheteurs. On a un marché très méfiant qui se regroupe sur des grosses caps ou n'achète pas grand-chose. Et il ne faut pas oublier que le CAC est porté beaucoup par LVMH qui bat tous les records. Donc ça compte aussi. C'est pour ça que se mesurer au CAC 40, c'est pas toujours, voilà, c'est pas toujours, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, je comprends, je comprends. Il faut dissocier un petit peu, un petit peu. On passe à BNBev, tu veux? Allez, AB InBev. Allez, InBev, vas-y. Petite valeur belge. Alors, AB InBev, je fais une petite parenthèse. J'ai quelqu'un de ma famille qui m'a appelé il y a quelques jours et qui m'a dit qu'il était donc investi dans AB InBev. Et je lui ai dit, bah, je jetterai un œil parce que je n'avais pas regardé vraiment cette action qui ne m'intéressait pas trop avant. Donc, j'ai jeté un œil. Donc, ce serait intéressant pour cette personne de, de suivre le podcast puisqu'on va en Ah, bah ouais, parler. c'est cool. C'est cool. Alors, bon, bah, c'est une entreprise belgo-brésilienne qui brasse des bières, en résumé, hein, grosso modo. C'est une entreprise très connue et très appréciée en Belgique. C'est d'ailleurs, je crois, l'entreprise la plus puissante du Belvint en termes de pondération. Bon, comme je t'ai dit, on va penser que c'est le sujet de l'émission, mais c'est aussi une valeur qui est très impactée par la crise du Covid. Pourquoi? Fermeture de restaurants, à tes souhaits, fermeture Pardon. de restaurants, des bars, annulation d'événements sportifs, d'événements culturels, etc. En Belgique, en plus, on aime bien boire des bières comme ça quand il y a des trucs, mais je pense que Ouais, c'est même le cas en France. ouais. Donc forcément, on consomme moins. On consomme moins, on fait moins de chiffres, parce que moins de ventes de la part des BNB. Donc, je me suis dit, allez, je vais pas m'arrêter à ça, on va continuer à fouiller. Et en fait, le chiffre d'affaires, il est en baisse depuis 2017, sachant qu'il y a quand même eu la Coupe du Monde en 2018. Et ça n'a pas fait grand-chose. Surtout quand on vous a battu, quoi. Donc, Voilà, tu vois, ça a figé. On n'a pas entendu ce que tu as dit. Et donc, allez, je sais plus où j'en étais maintenant. Tu m'énerves, ah là, regarde, je je t'ai vais tout rouge, coupé. ça m'énerve. Voilà, je t'ai coupé. Tu disais, parce que je suis, hein, malgré tout, malgré que tu Donc le disais que. chiffre d'affaires est en baisse depuis 2017, Donc, malgré qu'il y voilà. a quand même eu un événement très important qui était la Coupe du Monde. Cependant, on peut se rassurer un petit peu en disant que les charges d'exploitation diminuent, mais pas assez proportionnellement au chiffre d'affaires Oui, qui oui. descend. Les résultats nets, ils sont en dents de scie, donc on peut même pas dire que ça va. Le PR, cependant, il est de 22. Donc voilà. Les dividendes estimés sont de 1,40. Alors, je trouve pas ça folichon, Ah ben honnêtement. non, ça fait Et je vais 2%. t'expliquer après plus pourquoi. Depuis 5 ans, on a un cours qui est baissier. Revenir à son prix pré-Covid, je vais dire oui sans nul doute. Revenir à ses plus hauts historiques, franchement, j'y crois pas du tout dans l'état actuel des choses. Là, je crois qu'elle est à plus ou moins 55. Oui, c'est ça. Son pré-Covid, c'était 72. Et son plus haut historique, c'était 125 ou 126. Quelque chose comme ça, hein, de tête. C'est pour donner une fourchette de toute façon. À ça, on ajoute que les résultats annuels qui ont eu lieu donc en février, ça a laissé une sale saveur dans la bouche des gens, puisque il y en a plein qui ont lâché. L'action, je crois qu'elle a perdu 5 points dans la journée. Aujourd'hui, je ne sais même pas ce qu'elle fait d'ailleurs. Moins de 2, comme Moins de beaucoup 3. de. Bon, ouais. De Ouais. toute façon, c'est un peu tout le monde, quoi. Ça, Oui, 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 ah bah oui, aujourd'hui. Alors, du côté des analystes, on a Barclay qui a relevé sa note à 70 euros. Et ça a eu un petit impact sur le cours puisqu'il est monté de 53 à 57,50 à ce moment-là. Et après, il a un petit peu latéralisé comme ça depuis quelques jours. La mauvaise nouvelle qui revient par derrière, c'est quoi? C'est que la boîte, elle a demandé un nouveau crédit pour une nouvelle Ah, facilité de crédit, ouais, pour faire face à, je cite, des étapes de durabilité. Alors moi, d'accord. tu me dis ça, ça me rassure pas. Mais ouais, c'est pas vendeur. C'est pas Voilà. vendeur. Donc bon. Alors maintenant, je vais faire une petite, je vais prendre l'action et on sait qu'on va me dire ouais, tu compares David à Goliath, ça va pas. Mais si je vais comparer une boîte comme AB InBev qui vend donc des boissons alcoolisées certes, mais des boissons,
Et je vais le comparer maintenant à Coca-Cola, qui vend également des boissons et qui a eu les mêmes problèmes. Parce qu'ils vendent dans les mêmes événements qu'AB InBev va vendre. Coca, si on prend sur 5 ans, ça a gagné 10 $. Tu vas me dire, tu gagnes 10 $ en termes de valeur d'action sur 5 ans, c'est nul. Sauf que AB InBev, il a perdu. Donc quand tu investis sur AB InBev pour les dividendes de 1,47, ton capital investi, bah, il commence à diminuer avec le temps. Tu as les dividendes, mais ils diminuent, donc au final, tu es perdant. Coca, tu gagnes presque rien, mais ton capital reste. Et par contre, on te verse des dividendes de, je crois que c'est 3,15% qu'ils ont versé dernièrement. Donc en soi, honnêtement, je pense que Abinbev, c'est un mauvais choix dans ce secteur de consommation. Et je pense qu'il y a mieux. Alors, on va peut-être me dire en France, je ne sais pas, hein, que Abinbev est accessible au PEA. Ça, j'en sais rien. Mais Oui, s'il ne oui, l'est oui, pas, oui. ah, il l'est. Bon. Ben, alors pour les Belges qui regardent l'émission, qui n'ont pas le PEA, AB InBev, pourquoi investir là-dedans alors qu'il y a peut-être mieux à côté? Et si même vous voulez investir dans d'autres valeurs, j'ai jeté un œil, mais je trouve que Pernod Ricard est une valeur déjà qui est peut-être plus intéressante qu'AB InBev. Parce qu'elle est déjà plus rattachée aussi à une espèce de luxe. Pernod Ricard que AB InBev, pas. Donc voilà. Si quelqu'un serait intéressé par cette valeur et à la personne de ma famille qui me posait la question, peut-être penser à regarder ce qui se passe ailleurs, trouver peut-être une autre boîte dans le même secteur qui serait plus intéressante. Là, j'ai cité Coca-Cola, j'aurais pu citer Pepsi, qui est aussi une très bonne valeur, Pernod Ricard, qui est intéressante pour le PEA. Donc voilà, personnellement, je déconseillerais de tout miser sur AB InBev. À voir. Maintenant, il faut que chacun se fasse sa propre opinion des fondamentaux et de l'avenir. Mais moi, je l'apprécie pas. De ce que j'ai vu là, je l'apprécie pas. Voilà. Ok. Alors, pour le long terme, déjà en hebdomadaire, alors toujours pareil, hein, je garde. Pour les long-termistes, c'est relativement simple de savoir si on est haussier ou si on n'est pas haussier. Toujours pareil, on prend la moyenne mobile à 200 périodes et on regarde si on est au-dessus. C'était le cas ici. Et c'était également le cas tout ça. Donc, en gros, il y a eu sur AB InBev deux périodes, de 2005 à 2008 et de 2010 à, on va dire, 2017, où on était dans un trend haussier. Et en effet, on va dire, mi-2017, fin 2017, on a cassé cette moyenne mobile à 200 semaines. Et tu vois derrière les conséquences que ça a eu. Donc, même un investisseur qui n'aime pas l'analyse technique peut, un investisseur long terme, hein, je parle, qui n'aime pas l'analyse technique, qui ne connaît strictement rien, il peut, avec un simple graphique en hebdomadaire, en données hebdomadaires, mettre une moyenne mobile à 200 périodes et regarder où le cours se situe. D'accord? Ça peut donner un élément pour justement les investisseurs long terme de se dire, bon ben voilà, si je suis en dessous de cette moyenne mobile en 200 semaines, c'est même pas la peine que je m'intéresse à l'action parce que je sais que j'ai le flux contre moi. Et donc, malgré le rebond qu'il y a eu depuis mars 2020, on est toujours en dessous de cette moyenne mobile à 200 semaines. Donc, pour moi, l'investisseur long terme, appuyé en plus par tes fondamentaux, ce que tu viens de décrire, l'investisseur long terme n'a pas vraiment de raison pour moi de rentrer sur AB InBev. Maintenant, pour le trader ou l'investisseur plus court moyen termiste, on a eu là par contre un signal éventuellement d'achat sur le franchissement de la moyenne mobile à 200, non plus semaines, mais 200 jours ici. Et on voit d'ailleurs qu'on est revenu ici s'y appuyer et qu'on est reparti. Alors là, aujourd'hui, effectivement, on est en train de revenir sur une zone importante là, des 55, des 55-25, qui va être importante pour voir si
éventuellement, elle est achetée. Tu vois ici? Parce qu'elle a fait, là, bon, corrige-moi, mais elle a fait office de une, deux, de trois fois une résistance, non? Absolument, absolument. C'est exactement pour ça que j'en parle. Parce qu'on a fait une fois résistance, deux fois résistance, trois fois résistance, on l'a cassée, et maintenant on va voir si elle tient. On va voir si cette zone de résistance va désormais devenir une zone de soutien, une zone de support. Si ce n'est pas le cas, si cette zone ne tient pas, on reviendra ici, très certainement, avec en plus la moyenne mobile à 200 périodes. Voilà. Donc, les deux zones potentielles d'achat pour le court-termiste, elles vont être pour moi ici et ici. Si on voit une réaction sur une de ces deux zones, on peut éventuellement tenter un achat avec à chaque fois, bien évidemment, comme d'habitude, une invalidation en dessous, avec un stop d'invalidation. Et qu'est-ce qu'on pourrait viser? On pourrait viser, bien entendu, les plus hauts ici, à 59 voire 60. Et après, il y a des gaps à aller chercher. Hein. Je vois qu'il y a un gap ici qui a été ouvert. Pourquoi pas, hein, si on vise un petit peu plus, à 67. Voilà. Donc, pour résumer, long terme, c'est baissier. Moyen terme, c'est haussier. Court terme, c'est neutre. Voilà. On voit que là, depuis, en gros, hein, on est au prix de novembre. Hein, donc, on voit qu'à à court terme, c'est neutre. Moyen terme, par contre, c'est haussier. Voilà. Donc, à voir si AB InBev reprend son trend et repart vers le haut. A contrario, hein, si on vient à casser la moyenne mobile à 200 périodes et voilà, Ah, qu'on c'est réagit, retour à les abysses. c'est possible. C'est possible, toujours, en tout cas, au moins vers les 47 ici, là, éventuellement. Voilà en gros les scénarios qu'on peut imaginer. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une news qui change les scénarios et qui, voilà, ça c'est La à voir. bière soigne du Covid. Remontée d'Abinbev. Euh, Qu'est-ce qu'il nous reste, Mata? Ah, Recticel, Recticel. de chez toi aussi. Ouais, de chez moi, je connaissais pas. Tu m'as dit que ça allait me plaire, donc j'ai regardé et ça ne me plaît pas. Ah mince. Ça ne me plaît pas, mais ça me plaît pas peut-être parce que en fait, je me suis un peu renseigné sur la boîte et ça me vend pas du rêve, donc je crois que c'est peut-être aussi un problème où je suis pas très attaché un peu à ce qu'elle fait. Mais on va en parler, on va en parler. Alors, Recticel, donc c'est un fabricant de mousse, de literie, de sièges, d'isolation, entre autres. Elle a un chiffre d'affaires en baisse depuis 4 ans. Euh, Attention, ses charges d'exploitation sont parallèlement en baisse. Donc j'ai regardé les ratios, finalement en fait ça s'équilibre plutôt bien. Le résultat net est assez fluctuant et il est même négatif en 2020. Là, j'ai pas vraiment d'explication parce que pour moi c'est pas vraiment quelque chose qui a été fortement impacté euh, par le Covid. Pourquoi? Parce que si je pense par exemple à l'isolation des bâtiments, on se rend compte en Belgique que l'immobilier, la construction, bah, oui, bien sûr qu'il y a eu le temps d'arrêt pendant le confinement, mais bah, à part ça, c'est pas non plus la mort. Alors, ce qui m'a aussi interpellé, c'est son dividende. Son dividende, en fait, il faut savoir qu'il était, historiquement, il est de 2%. Et en 2019, on l'augmente à 4,80. C'est une hausse énorme. Mais après, il est revenu ici à hauteur de 2%. Donc en fait, je sais pas. J'ai pas trouvé d'informations là-dessus. Je sais pas pourquoi ils ont fait exploser le dividende en 2019 pour le ramener ensuite à leur dividende moyen en 2020. Bon, pour le ramener en 2020, on pourrait me dire, oui, dans la crise Covid, au moins ils l'ont pas supprimé. Mais pourquoi après l'avoir doublé de 2018 à 2019, ça je ne sais pas. Alors si je regarde le niveau du cours, elle est haussière depuis ces 5 dernières années. Mais c'est surtout depuis la crise en fait. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas une certaine spéculation autour du titre, parce qu'on voit vraiment que c'est là où ça fait un bump. Euh, En info que j'ai trouvé, Recticel veut grandir en Europe de l'Est.
Sachant un petit peu d'informations que j'ai échangé avec des gens, c'est que l'Europe de l'Est, il commence maintenant à rénover un petit peu son parc immobilier. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un petit coup à jouer là pour la boîte? Certainement. Donc voilà. Moi, j'ai dit que j'irais pas sur ce titre parce qu'il m'a pas vendu du rêve. J'ai même un peu du mal à voir un véritable attrait. Mais c'est vrai, là, c'est vraiment subjectif, hein, parce que les chiffres, oui, il y a des trucs pas top, mais il y a des promesses d'avenir. C'est un secteur immobilier, on aura toujours besoin de faire de la construction. Euh, donc voilà, franchement, je suis assez neutre sur cette valeur. Moi, j'irai pas, mais je dirais pas à quelqu'un qui y va que t'as fait une connerie. Donc voilà, je suis assez neutre sur cette valeur. Ok, merci Matt. Ah ben, écoute, alors bon, alors effectivement, sur le long terme, bon, c'est plutôt neutre. On a d'ailleurs une moyenne mobile de 100 périodes des cours qui oscille entre au-dessus et en dessous de la moyenne mobile à 200 semaines. Donc pas grand-chose à dire, si ce n'est quand même un petit changement de tempo là, depuis effectivement depuis le point de bas de la crise. Un petit peu comme il y avait eu sous cette période-là, quoi. Tu vois? Mais pardon, c'est pas forcément joli. Un petit peu comme cette période-là, j'ai l'impression qu'on est quand même. Ah, décidément. J'ai l'impression qu'on est en train de revivre un petit peu ce scénario ici. Depuis notamment je crois qu'il y avait, voilà, il y avait une cassure de résistance hebdomadaire qui était magnifique ici. Et depuis cette cassure-là, eh ben, on est en train on est sur un trend haussier magnifique. Alors là où c'est intéressant, et c'est pour ça que moi je la connais, parce que c'est une action que j'ai tradée. Parce que tu vois, on est sur, bon, elle est connue, hein, tous les investisseurs court moyen terme. On est sur un superbe trend. Il y avait voilà, il y avait un magnifique support oblique qui a été testé. Alors moi, j'étais entré. Je vais faire un peu de ménage parce que du coup, tout ça, j'en ai plus, donc c'est réglé. J'étais moi entré sur le soutien, là, ici, là, tu vois, pour jouer effectivement la cassure du haut du triangle, ce qui a été fait. Donc pour moi, ça reste bullish, malgré aujourd'hui, encore aujourd'hui, tu vois, elle finit vert. Elle finit à plus 0,46. Mais pour moi, voilà, désormais, C'est rare pour tant être qu'on. souligné. Pardon. C'est assez rare pour être souligné qu'une action finisse vert aujourd'hui. Et ouais, parce que dans un jour comme ça où 95% des actions sont baissières, les actions qui sont encore vertes, ben, pour moi, c'est un signal de force. Et donc, pour moi, ça veut dire que sur Recticel, ben, il n'y a pas beaucoup de vendeurs, quoi. Donc, pour résumer, pour Recticel, il y a une zone d'ancienne résistance qui fait désormais normalement un support, du coup, qui est pas en rouge, qui est en vert, ici. Hop, je fais le ménage, voilà. Qui est à 12,80 €, quoi, 12,80 €, 13 €, voilà. Tant qu'on tient, cette zone-là, c'est une zone d'achat. Pour moi, clairement, ici, 13,12 €, on pourrait très bien, alors, dans un marché un peu plus serein, hein, c'est sûr que quand on vient de perdre 2% aujourd'hui sur les indices, c'est toujours très difficile de prendre des positions. Mais malgré tout, on est ici sur une zone d'achat, sur une zone d'achat, avec éventuellement un stop qu'on pourrait positionner en dessous de ce soutien-là voilà, pour entrer sur le titre. Et après, ben, qu'est-ce qu'on pourrait viser? C'est compliqué parce que Ah là, on est on sur a les un peu plus le hauts. toit ouvert, quoi. Ouais, on est sur les plus hauts. Voilà. Mais voilà, bah, en tout cas, pour moi, tant qu'on tient les 12,80 €, je suis très positif sur le titre. Alors, il faut faire attention quand même, c'est pas un très, 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 très gros titre, donc on ne peut pas rentrer des sommes folles. En fait, ça reste relativement liquide quand même, hein. C'est une small cap, mais ça reste liquide. Donc voilà, donc je reste positif pour moi au-dessus de 12,80 € sur Recticel. Bon, voilà. Ok. Berkshire, c'est ça? Il nous manque? Soitec. Soitec et Ah Berkshire. oui, Sotec.
En fait, je vais être franc avec vous, je vais avec vous tous. J'avais complètement oublié qu'on avait dit Berkshire. Donc je vais la faire un petit peu en direct, mais parce La fin que en live. je connais la boîte. Vas-y, Mac pour Sotec. Alors, Soitec, c'est une société de semi-conducteurs française. On est aussi sur 5 ans, et ce, malgré la grosse correction de fin février, où beaucoup d'entreprises qui avaient un peu bénéficié comme ça d'une très belle hausse ont perdu énormément de leur plus-value. Bah, Soitec, non, ça va. Enfin, ça va. On a perdu, hein, mais franchement, ça va. Alors, on a un chiffre d'affaires qui est en hausse. Bon, on a des charges qui sont également en hausse. Cependant, là où c'est très intéressant, c'est que le résultat net est en très forte hausse. Donc, ils font du chiffre, tout simplement. Ça, c'est toujours bon pour l'entreprise, forcément. Alors, on sait tous que le marché des semi-conducteurs est très attrayant parce qu'il a encore de beaux jours devant lui. Euh, alors, on ne veut, on ne peut, ça à voir, mais pour moi, je pense qu'on ne veut et on ne peut plus se passer de toute façon de la technologie qui a besoin, elle, des semi-conducteurs. Et Soitec, ben, c'est parfait pour elle, ça. Moi, je crois que c'est la première, la valeur, que je vais dire ça, de l'émission, mais j'adhère à cette valeur. Honnêtement, je pourrais en acheter. Je suis pas actionnaire, je pourrais en acheter. Euh, S'il y en a qui auraient voulu, imaginons, je pense par exemple à la société, j'ai plus le nom maintenant, la société taïwanaise de semi-conducteurs qui est un peu publicité sur Facebook ou sur Twitter. Soitec, c'est son pendant français, j'ai envie de dire. Alors je sais pas s'il est accessible PEA. Oui, Elle l'est. Bah alors honnêtement, je dirais pourquoi pas, vraiment pourquoi pas. J'ai rien vu qui me permettrait de dire d'être un peu réticent à cette valeur. Allez, si on pourrait dire les charges qui sont en hausse, mais ça suit le chiffre d'affaires. Donc, je vois pas vraiment le mauvais point, si ce n'est ce qui se passe autour. Ce qui se passe autour, ben, c'est la période actuelle qui est un petit peu bancale. Mais sinon, si on ne parle que de la boîte en elle-même, honnêtement, c'est une belle boîte. C'est une belle boîte. ok. Alors, Swatec, oui, bon, bah, en effet, alors je reprends pour les long-termistes, je vais mettre un graphe hebdomadaire. Hop. Donc, effectivement, alors bon, on avait un départ de tendance haussière très forte ici, hein, pour moi, en 2016. Tu te rends compte, on est venu de pratiquement 15 euros à aujourd'hui 165. Donc, on est sur un gros trend haussier. Donc, pour les longs termes, effectivement, on est sur une valeur magnifique. Maintenant, sur du court terme, effectivement, là, tant qu'on tient la trend qu'aujourd'hui on a testé, hein, d'ailleurs, on a même légèrement débordé, mais enfin, on l'a sauvé en clôture, hein, visiblement. Tant qu'on tient cette trend, tout va bien. Si cette trend-là venait à casser, on aurait deux soutiens pour moi. On aurait un soutien ici à 155 et comme d'habitude, on aurait un second sur la moyenne mobile à 200 périodes. Euh, pour le moment, tous les feux sont ouverts, hein, pour moi, hein, pour Swatec. Pas grand-chose à dire. Donc, ceux Je qui vois. veulent prendre une position, comment on pourrait s'y prendre? Je pense qu'on est dans une zone potentielle d'achat, donc à surveiller. Alors, encore une fois, zone potentielle d'achat, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter, ça veut dire qu'il faut surveiller s'il y a une réaction. Là, aujourd'hui, il y a une petite réaction, mais enfin, ça reste très timide. Il va falloir voir dans les prochains jours. Est-ce que Swatec va tenir dans cette zone? Et pour moi, c'est le franchissement de cette oblique baissière qui sera potentiellement le signal d'achat et la prise de position avec, comme d'habitude, un stop qui sera éventuellement sous le dernier plus bas. Voilà. Donc, si on pourrait imaginer, hein, par exemple, un rebond, une consolidation, et puis effectivement un redécollage, et on pourrait se dire que la prise de position interviendrait ici, par exemple, avec
un stop de protection qui serait ici et on viserait comme d'habitude le premier dernier plus haut ici, 182, le deuxième dernier plus haut ici, à 190. Et puis éventuellement, si Swatec continue à être haussier, à ce moment, on va accompagner avec un reliquat de position qui pourrait correspondre à la moitié de sa position initiale, par exemple. Après, tout dépend chacun, hein, l'horizon de temps de son investissement. Mais pour moi, voilà, pour moi aujourd'hui, il y a eu quand même, bon, il y a eu de la casse, hein, mais bon, ça reste, pour le moment, ça reste raisonnable. Donc, moi, c'est un titre que je surveille beaucoup, puisque je suis actionnaire. Et alors moi, j'étais rentré ici. Non, j'étais rentré ici. Je dois être à mon cru. C'est une des seules valeurs que j'ai encore. Voilà, j'étais rentré à la cassure ici des 166, donc on est revenu. Je dois être en légère moins-value. Et Tu, il me semble que j'ai un stop en par là. tu as un Voilà, objectif long donc à terme sur voir. cette valeur, Tino? Tant que je suis pas en grosse moins-value, oui. Ok, si Tino est objectif long terme dessus, faites très attention à votre valeur. Parce qu'il porte la poisse. Ah ouais. Non, mais en fait, pour moi, je suis toujours long terme. C'est ce que j'explique. Mais à quoi bon être. Ben, on en a parlé sur AEDFICA il y a quelques jours. À quoi bon être long terme sur une valeur où tu as moins-value? Ben, moi, je suis long terme tant que je suis en plus-value ou tant que ma moins-value est très largement acceptable. Quand on commence à être long terme sur des moins 10, moins 15, moins 20, c'est qu'il y a un problème quelque part. Pourquoi s'embêter à être à moins-value? Et autant couper, quitte à racheter moins cher. Alors, Euh, attention que moi, il y a une valeur sur laquelle je suis en moins-value, proche en tout cas, euh, et que je compte quand même si elle me faisait un moins 20, en fait, je pense que je la vendrais pas. C'est la seule, c'est Virgin Galactic, on en a parlé. ouais, Mais c'est ouais, peut-être parce que je suis attaché à la valeur aussi, donc ouais, mais bon, le problème, c'est que même si tu es attaché à la valeur, c'est ça que j'ai toujours du mal à comprendre. Tu es attaché à la valeur. C'est pas interdit de la vendre pour la racheter 15 jours plus tard. bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais ça c'est un autre problème qui dit si je loupe le coche de la Ah, remontée. ah, oui. Parce que c'est toujours ça avec Virgin. Le problème, c'est que la communication n'est pas terrible. Enfin, on va pas en parler très longtemps, mais c'est que ça peut faire boum demain et ça peut s'effondrer comme aujourd'hui. Je crois que ça fait moins 10%. Voilà. Mais bon, oui, il faut toujours faire très attention et c'est vrai qu'il faut mieux couper ces moins-values rapidement plutôt que de les voir s'enraciner et vous plomber après, quoi. Moi, tu connais mon avis. Je pars d'un principe simple. C'est que si on a une position à plus de 10%, alors après, je parle pas je parle pas des titres très volatiles, voilà. Je parle des titres, entre guillemets, dans la moyenne de la volatilité classique, etc. Quand on commence à avoir des moins 6, moins 7, moins 10, pour moi, au-delà de moins 10, c'est qu'on s'est trompé quelque part. Ou on s'est trompé dans son analyse fondamentale, pourquoi pas, ou on s'est trompé dans le timing. Dans les deux cas, on s'est trompé. Donc, il vaut mieux couper, accepter sa perte de 5, 6, 7, 8, 10% et revenir plus tard lorsque le marché ou sera d'accord avec nous ou qu'on aura un meilleur timing, tout simplement. Enfin, moi, c'est mon avis. En tout cas, il y a une chose qui est très sûre, c'est que toutes les catastrophes en bourse, elles arrivent sur des positions qu'on n'a pas coupées. Ça, c'est sûr. Ah, et Puisque forcément. par définition, si tu coupes, tu n'as pas de grande catastrophe. Sauf les gaps baissiers où il y a une mauvaise nouvelle. Mais enfin, bon, ça c'est comme, voilà, comme Novacite l'autre jour. Encore que Novacite, elle a baissé en séance. Ok, Mais comme solution 30. voilà, comme solution 30. Bon, là, on est dépendant d'une news. La news, bon, là, c'est de la malchance, souvent. Surtout solution 30 qui était une belle valeur, etc., haussière. Et bon, il y a eu une mauvaise nouvelle. Et... Berkshire. Ah, Berkshire, les gens vont me dire, ah, mais t'as pas poussé loin. Pourquoi? Chiffre d'affaires stable, bénéfice stable, résultat net stable. Euh, En fait, Berkshire, qu'est-ce que c'est? C'est une holding, hein, donc pour ceux qui ne connaissent pas, bien qu'elle soit très connue. euh, D'ailleurs, il y a la A et la B. Là, t'es sur laquelle, là? Là, t'es sur la B, ok. J'ai pas la B, je suis sur la B. Parfait. Donc, vous avez donc la Berkshire A qui vaut
plus de 200 000 dollars, si pas 300 000 maintenant. Je t'avoue, je la connais pas par cœur parce que moi, j'ai pas les moyens, donc je m'intéresse à la baie. Et la baie, c'est quoi? C'est une holding donc qui possède des parts dans beaucoup d'entreprises. On a parlé de Apple, mais dans plein d'autres boîtes, en fait, d'actionnaires, Berkshire. Alors, les petites nouvelles, ce qui se passe pour le moment, c'est que Berkshire a coupé beaucoup de positions dans les banques, a coupé toutes ses positions dans le secteur aérien, a réduit énormément ses positions dans le secteur pharma. Je crois d'ailleurs qu'il a liquidé tout Pfizer récemment, il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est quand même une boîte qui a une certaine gestion, qui essaye de voir un petit peu ce qui va se passer dans l'avenir et qui mise sur, entre guillemets, les bons chevaux, pardon. Et pour le moment, on peut pas lui donner tort, parce que quand on voit la courbe de Berkshire, on peut pas dire qu'ils se sont foirés grandement. Ah oui, ils ont aussi coupé Barrick Gold. Ça, on en avait beaucoup parlé en disant Ah, que... Ouais, ils l'ont coupé. En disant, oh, c'est incroyable, ça, Berkshire investit dans l'or alors qu'il a toujours détesté ça. Eh ben, il l'a coupé. Donc en fait, elle n'a fait que 6-7 mois, je crois, dans le portefeuille. oui, parce que ça avait fait, justement, je me souviens très bien, on en avait parlé avec Laurent, c'était une de nos premières émissions. D'ailleurs, Laurent avait tempéré en disant parce que tout le monde disait Warren Buffett achète de l'or, et puis Laurent avait tempéré en disant attention, il achète une minière et en plus une toute petite position. En effet, je crois que c'était peut-être un test en fait. Et finalement, ça s'est arrêté. Alors on dit souvent Warren Buffett achète, mais il n'est pas seul dans Berkshire, hein. C'est pas que Buffett. Et d'ailleurs, c'est un petit peu l'inquiétude des gens, c'est de se dire Warren Buffett et Munger, ils sont vieux. Ils ont tous les deux plus de 90 ans. Qu'est-ce qui va se passer quand ils seront plus là? Eh bien moi je pense que quand ils seront plus là, que Ça ira j'espère mieux, pour eux. Ah ben non, non, pas forcément, non? franchement non. Bien que ce ne soit plus qui. Ils ont préparé la relève, hein, ça c'est certain. Ils ont une stratégie qui est ancrée dans la tête de leur successeur et je pense que ça va toujours avoir plus ou moins la même lignée, avec bien sûr les personnalités qui changent en fonction d'un investisseur à l'autre. Mais je pense honnêtement que, et franchement je touche du bois le plus impossible pour eux, mais que quand ils vont décéder l'un ou l'autre, le cours va avoir un coût et c'est peut-être là que ça va être intéressant de rentrer dans Berkshire. Pourquoi est-ce que Berkshire, c'est pour moi, dans ma tête, c'est un cochon dans lequel tu mets des pièces, tu vois, et tu te dis, ah oui, j'avais tout ça quand même dedans. Et en fait, c'est ça. C'est une valeur qui prend de la valeur petit à petit et ne verse pas de dividendes, hein. Donc c'est vraiment une valeur qui va prendre de la. Enfin, ouais, une entreprise qui apporte de la valeur petit à petit. Et c'est si vous ne savez pas vraiment où mettre, par exemple, vous avez, je sais pas moi, 2 000 € à placer, vous ne savez pas trop dans quoi, mais Berkshire, il fait un peu office d'ETF. Vous pouvez aller voir toutes les lignes qui composent la boîte. Et honnêtement, dans de très très rares cas, bien sûr, ça dépendra au moment où vous voudrez retirer l'argent, mais vous serez rarement, je pense, en moins-value sur cette boîte. Vous serez toujours une petite plus-value. Alors, pas une plus-value incroyable, mais honnêtement, si c'est 2, 3, 4% à ne rien faire, à juste laisser dormir ça et en fermant les yeux, c'est pas mal. Donc, honnêtement, c'est une valeur que je conseille à tout le monde d'avoir un petit peu en fond de portefeuille, euh, qui est très stable et haussière sur le moyen terme, long terme et très long terme. Le court terme, elle est haussière, mais Ah oui, ça va dépendre au moment où tu te dis, ah, mais là j'ai besoin de mon argent, tu regardes, ah, ben, elle peut être dans une phase baissière comme toutes les valeurs. C'est ce que je dis, ne veut pas dire qu'elle va monter en ligne droite et que jamais elle va connaître de baisse. Donc voilà, pour moi c'est une excellente valeur à avoir en fond de portefeuille pour tout le monde, mais elle n'est pas accessible au PEA. Et elle non. ne verse pas de dividendes. Pour ceux qui cherchent les dividendes, là elle n'en verse pas. Voilà. Ok, Matt, ben, écoute, merci beaucoup pour cette analyse. Alors, Et j'aime beaucoup bon, cette valeur. oui, on a compris, on a compris. Donc, bon, je ne montre pas sur le long terme, hein, c'est très haussier. Enfin, j'ai montré rapidement pendant que tu commentais, mais bon, je ne reviens pas dessus, c'est très haussier, il n'y a pas de problème. Encore une fois, la moyenne mobile à 200 périodes qui avait fait résistance ici, cassé ici, pullbacké ici, comme d'habitude. Cette moyenne mobile à 200 périodes, à 200 jours, et même 200 semaines, et même 200 mois, est magnifique. Euh, alors,
petit point, non pas d'inquiétude, mais de vigilance quand même. Il me semble qu'on commence à être sur des niveaux un peu élevés, techniquement. On est, je pense, apparemment dans un biseau ascendant très propre, puisqu'on a, on a 4 points qui ont été parfaitement marqués par le marché. Ici, ici, ici et ici. Voilà, on a 3 niveaux de support ici qui ont été bien marqués. On a la résistance, le support oblique a bien été marqué 3 fois. Donc, ce qui va m'intéresser désormais, c'est pareil, comme beaucoup d'actions, hein, comme beaucoup d'actions. En gros, c'est stop ou encore, quoi. Est-ce que on va revenir sur le bas de ce biseau, peut-être même créer une rupture par le bas et revenir sur une zone de support qui pour moi serait importante, très importante, dans les 250 $. Et c'est mon scénario. Et c'est mon scénario privilégié. Pour 2 raisons. La première, c'est que je pense que ce serait plus sain et je pense qu'il y a de moins en moins d'acheteurs désormais. Ou alors, deuxième scénario, qui est tout à fait possible, c'est une cassure du biseau par le haut. C'est-à-dire qu'en fait, on repart, on casse le biseau par le haut et on part en ligne droite vers le haut. Et donc là, ça provoquerait une hausse exponentielle du cours, certainement vers les 300 $ et peut-être même plus si affinité. Donc mes 2 scénarios sont là. En tant qu'investisseur, le seul qui m'intéresserait, c'est s'il y a un retour ici dans la zone des 250 $. Et très sincèrement, je pense que ce serait sain. Parce que je sais pertinemment que si on vient à casser par le haut le biseau, ça va engendrer une hausse spéculative et que derrière, on peut avoir des semaines de consolidation et ça peut être un enfer. Voilà. Donc j'aimerais, pour le bien de cette valeur-là et pour le bien des investisseurs, tant pis, qu'on consolide pendant quelques jours, quelques semaines, qu'on revienne s'appuyer sur ces 250 $ à peu près, la zone, hein, grosso modo, bien entendu, c'est pas autant de crayon, qu'on revienne s'appuyer dans cette zone-là, qu'on la marque, qu'on réagisse et que tranquillement on reparte vers le nord et que du coup on ait un canal, tu vois, un truc qui pourrait ressembler comme à ça, tu vois. Du Mmh. coup, je fais un peu de nettoyage, voilà. Mais tu vois, Tu vois, qu'on ait tu un joli petit canal haussier là, voilà, beaucoup plus propre, beaucoup moins spéculatif et voilà, beaucoup plus tenable sur le long terme. Voilà. mais est-ce que cette valeur, par le passé, Tino, enfin, j'avais regardé un petit peu et je suis pas technicien, hein, tu le sais bien, mais ma petite, analyse, c'était qu'en fait, c'est une valeur quand même qui était très saine, techniquement, même par le passé. Euh, Pas tant que ça, pas tant que ça. Elle est assez erratique, bizarrement. Il y a des mouvements qui sont pas très. Alors, tu vois, on a été dans un range hein, quand même, hein. Là, on voit bien, hein. Ici, là, on a été dans une période quand même assez longue. Ici, là, toute cette période-là, mine de rien, le cours, il n'a pas fait grand-chose, hein. De 2017 à 2020, pendant 3 ans, le cours, il n'a rien fait, hein. Donc, c'est pour ça que c'est toujours le même débat, hein. On parlait de court terme, long terme. Et c'est une des raisons pour lesquelles moi, personnellement, même si je ne veux pas faire le débat court terme, long terme, c'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas long terme. Parce que euh, j'ai vu un article là, qui était très intéressant qui montrait sur le Dow Jones. Tu sais, le Dow Jones, effectivement, en moyenne, depuis 100 ans, il donne, si on fait une moyenne, il donne entre 6 et 7% par an, si on fait une moyenne. Donc, effectivement, ça, c'est l'argument numéro un de tous les long-termistes qui viennent te dire, bah, de toute façon, depuis 100 ans, on prend 7% par an. Et en effet, c'est tout à fait juste. Depuis 100 ans, on prend 7% par an. Donc, ça veut dire que la personne ou l'investisseur qui est très patient, il va avoir un rendement de 7%. Maintenant, lorsqu'on zoome, premièrement, ces 7%-là, ils ne sont pas déduits de l'inflation. Et deuxièmement, il y a des périodes de drawdown. En l'occurrence, depuis 100 ans, il y a eu 4
périodes de drawdown, 2 d'une quinzaine d'années et 2 de 7 ou 8 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant une quinzaine d'années, tu ne gagnes pas d'argent, voire tu en perds. D'accord? Qui, enfin en tout cas moi non, qui est capable de se dire je mets mon argent et pendant 15 ans je le vois baisser? Je ne sais pas. Donc après, c'est un raisonnement, hein, attention à avoir. Et certains long-termistes ont cette psychologie-là. Moi, personnellement, je ne suis pas prêt à immobiliser mon capital pendant peut-être 10 ans, peut-être 15 ans. C'est vrai que depuis 2000, on ne cesse de monter, on est dans un marché haussier globalement pour les long-termistes. Mais je ne sais pas si ça va être le cas pour les 15 prochaines années. Et dans le doute, je ne veux pas immobiliser mon capital pour les 15 prochaines années. C'est la raison pour laquelle, quand je rentre sur une valeur, même si je me dis que je suis potentiellement long terme si elle continue de monter, je mets un stop de protection en me disant, si je rentre dans un marché baissier, au moins je récupère mon capital avec une légère moins-value et au moins je peux regarder peut-être d'investir sur autre chose, d'un autre titre ou même autre chose physiquement. Ou une plus-value aussi, tu peux sortir sur stop loss avec une plus-value. Avec une plus-value. Voilà, exactement. Donc, tu vois, mon raisonnement, il est là. Alors, attention, c'est pas du tout, je suis pas du tout en train de dire qu'il faut pas être long-termiste, hein, pas du tout, parce que comment dirais-je, je suis convaincu que les plus gros gains, tu les fais en conservant les valeurs. Ça a été prouvé. Voilà, il n'y a aucun souci avec ça. Juste, moi, ce que je dis, la réflexion que j'ai, c'est pourquoi, comme Berkshire Hathaway, pourquoi conserver une valeur pendant 3 ans qui ne fait strictement, en gros, rien. Voilà. Pourquoi ne pas aller vers des valeurs, effectivement, Laurent notamment, on en a beaucoup parlé, sur la tech. La tech, sur les 20 dernières années, le momentum, il a été sur la tech. Donc, c'était la tech qu'il fallait acheter. Si demain, et ça semble un petit peu de plus en plus se confirmer, la tech commence à s'essouffler, l'investisseur long terme, il doit avoir la capacité de se dire ah bon, ok, j'ai bien profité de la tech pendant 20 ans, il est temps que je sorte et que je m'oriente vers d'autres secteurs. Tu vois? Bon. Voilà, Matt. Écoute, parfait. J'espère que cette vidéo et les valeurs dont on a parlé vont intéresser quand même une bonne partie du groupe et de ceux qui sont abonnés à la chaîne, même si je pense franchement que ceux qui sont abonnés à la chaîne sont dans la majorité aussi dans le groupe. Oui. Encore une fois, ceux qui nous regardent, il ne faut pas hésiter à demander une analyse d'une valeur ou à parler d'une valeur. Ça nous donnerait des idées. On ne connaît pas toutes les valeurs, enfin moi je les connais pas toutes. Je pense que personne au monde ne connaît toutes les valeurs, donc peut-être qu'on peut même tomber sur des belles surprises et des trucs très sympas à analyser aussi bien pour Sino que Oh, pour ouais, moi. ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Faites-nous vos suggestions dans les commentaires sous la vidéo. Puis bon, ben, likez, partagez un maximum, hein, parce que ça nous encourage à poursuivre. Et puis voilà. Voilà, et bien écoute Tino, merci beaucoup pour tes analyses. En tout cas, merci également pour tes analyses que tu mets sur le groupe quand tu fais des petites vidéos techniques. Je pense que c'est toujours très intéressant. Ça peut apporter aussi beaucoup d'informations pour des gens qui voudraient entrer ou sortir même d'une position. Euh, Surtout sortir. Surtout sortir. Pour moi, non mais c'est vrai. Il faut mieux se protéger en sortant au bon moment que de rentrer au bon moment. Moi, la priorité, et ça l'a toujours été d'ailleurs avec Laurent aussi, etc. Ça a toujours été la priorité. Moi, c'est la priorité de mes vidéos et des vidéos que je fais avec toi, c'est protéger des grosses catastrophes. Vous perdez 3%, 5%, 10% de votre capital, c'est ennuyeux, c'est embêtant, c'est pas grave. C'est pas catastrophique. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de donner des idées pour éviter justement les catastrophes. Voilà, des points de sécurité pour éviter les catastrophes. Et je pense que c'est ce qu'on fait. Et donc ça, c'est cool. Ça c'est cool. C'est pas forcément pour gagner de l'argent. Gagner de l'argent, c'est difficile de gagner de l'argent sur les marchés, mine de rien. Il faut essayer déjà de ne pas en perdre. Ou du moins le moins possible.
Écoute, et sur ces paroles pleines de sagesse que je dis donc à la communauté, à bientôt pour un prochain podcast. Certainement dans 2 semaines également, hein. Je pense qu'on a un bon petit rythme. La semaine Ouais, passée, on a eu une semaine un peu de retard. C'est totalement ma faute, je m'excuse. Euh, donc là, dans 2 semaines, on verra un petit peu les valeurs. On va toujours parler du CAC, hein. Ça, je pense que c'est vraiment acté. C'est toujours un petit peu ce qu'on va parler. N'hésitez pas donc dans les commentaires, comme l'a dit Tino, de cette vidéo à proposer des valeurs. Je les noterai dans un coin de ma tête et même sur un coin de papier pour ne pas les oublier. Et avec Tino, on verra celles qu'on analyse. Voilà. ça marche, Matt. Ça marche. Salut à tous. À Allez, à bientôt. bientôt. Salut. Ciao, ciao.